Notre escapade en terre creusoise se poursuit au sud du département, dans une ville qui a marqué l'histoire de la décoration intérieure. Aubusson est mondialement reconnue comme étant la capitale de la tapisserie. Bâti autour des méandres de la rivière, c'est aussi devenu le petit royaume de Chantal Chirac. Ce qui m'a fait venir à Aubusson, c'est un mariage d'amour. Donc un prince qui vient me chercher à Paris et qui m'emmène dans sa contrée lointaine que je ne connais pas. Donc c'est l'inconnu, c'est le grand saut. Je suis plutôt peintre, restauratrice de tableaux et antiquaire. J'ai l'impression d'avoir été missionnée pour révéler quelque chose qui était méconnu, ce sont les cartons de tapisserie. Ça, c'est ma passion. Donc, évidemment, cette passion va me faire aimer la Creuse encore plus. Et donc, j'ai voulu valoriser ce patrimoine. Et ce patrimoine, est très important. Et ça, c'était une surprise. Le patrimoine de carton de Chantal, nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, c'est le patrimoine de tapisserie qui nous intéresse. Pourquoi cette petite ville enclavée a favorisé un tel développement? C'est en prenant de la hauteur depuis la tour de l'horloge que Chantal va chercher un début de réponse auprès de Claire Blandin, une jeune guide conférencière. Et tu sais où on en est des origines de la tapisserie à Aubusson? C'est pas vraiment comment la tapisserie arrive, on n'a que des hypothèses. En tout cas, il faut te dire que le territoire va beaucoup aider. Tu vois, Aubusson est situé entre Mont et Rivière, on est vraiment enclavé dans une cuvette. Et on pense qu'au Moyen-Âge, l'industrie du textile se développe essentiellement avec la Creuse. Donc on a une activité drapière qui est en place. Et par la suite, c'est grâce à un mariage du XIVe siècle où un comte de la Marche, qui s'appelait Louis Ier de Bourbon, épouse une comtesse flamande. Et tu sais, avec les Flandres qui tissaient majoritairement pour les pays européens, voilà, on pense que c'est par ce mariage qu'on vient donc apporter les premiers ouvriers tapissiers dans la région. Mais si tu es d'accord, je te fais visiter. Ah bah oui. Ouais. Allez, viens, on y va. Hop là. Petite rue. À Aubusson, 2000 personnes vivaient encore de cette activité au début du XXe siècle. Les plantes des collines, qui entouraient la ville, servaient à teindre les tapisseries, tandis qu'on prêtait aussi des vertus à la Creuse. Ces eaux acides permettaient de mieux dégraisser la laine de mouton. Les artisans qui réalisent alors ces tapisseries, qu'on appelle les lissiers, acquièrent peu à peu savoir-faire, réputation et richesse. Et qui sont les commanditaires de la tapisserie d'Aubusson? Alors, dans un premier temps, c'est les églises qui vont s'en servir pour décorer les murs et raconter des histoires aux fidèles pour leur apprendre notamment la Bible, etc. Et puis après, très vite, ça va se développer dans le domaine du privé avec les seigneurs et leurs châteaux. Alors, dans les deux cas, ça va décorer les murs et servir d'isolant. Hein. C'est de la laine, la tapisserie, donc ça va un peu limiter la fraîcheur des pierres. Et dans les châteaux, la tapisserie est un art qui coûte très cher, bien sûr, donc ce sera un grand signe de richesse, un signe ostentatoire. À Aubusson, certaines de ces richesses sont aujourd'hui rassemblées et exposées dans la Cité internationale de la tapisserie, que Chantal redécouvre toujours avec bonheur. La ville s'enorgueillit de voir ces tapisseries classées depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors viens, je vais te montrer un des chefs-d'œuvre du musée. Une des tapisseries qui est certifiée de la manufacture royale d'Aubusson. Ah, elle est magnifique cette tapisserie. Voilà, elle a une finesse incroyable. Ouais, il faut que tu saches que le XVIIIe siècle, c'est là où on a enfin un peintre officiel du roi et un teinturier qui viennent à Aubusson améliorer les couleurs et les sujets et les teintures. C'est pour ça qu'on a du rouge là. Exactement, c'était très difficile à maîtriser. Tu peux voir la différence d'ailleurs à côté avec une tapisserie du début de la manufacturielle sous Louis XIV. On n'a pas le même éclat. Exactement, on n'a pas le même éclat. Puis, tu peux voir aussi autre chose ici au niveau de la finesse. Par exemple, regarde les petits villages qui sont beaucoup plus détaillés. Oui, la perspective est très très profonde. Là. Voilà, on n'est plus du tout dans la même logique qu'autrefois. Les détails. Et regarde ce cours d'eau là qui explose, hein, on le ressent vraiment. On ressent la transparence de l'eau et l'éclat, c'est assez fin. Ça a été commandité par le Premier ministre polonais. Donc on va partir dans les plus belles cours d'Europe. Donc à Aubusson, on a fait des très belles tapisseries. Voilà, et tu peux voir qu'en bas c'est signé. On a Manufacture Royale MR d'Aubusson et c'est comme ça que le nom d'Aubusson voyage à travers les différents pays d'Europe. Les œuvres voyagent, tandis que les artistes lissiers restent sur place et se construisent à Aubusson des habitations pour exercer au mieux leur activité. Ben là, tu vois, Claire, on arrive dans le quartier le plus populaire d'Aubusson.
Le quartier de la Terrade. Le quartier de la Terrade, oui. Alors il faut te dire que ce quartier était vraiment considéré comme le quartier des tapissiers. La plupart des maisons étaient habitées par des tapissiers. C'est un des quartiers qui a gardé le plus sa forme médiévale. À savoir notamment les petites tourelles qu'on peut voir qui rappellent ce passé. Et d'ailleurs, tu peux voir que l'ancienne architecture médiévale avec les toits très pentus de 45 degrés était construite par rapport à notre territoire montagnard pour laisser un peu s'écouler la neige. Et bien tu vois, ces pentes de toit extrêmement hautes permettaient d'abriter notamment des métiers de tissage. Tu dois savoir pourquoi on les glissait là-haut? C'est pour la lumière. Oui, totalement. D'où ces lucarnes en fait, toutes ces lucarnes qu'on voit partout. Exactement, c'est ça qui est charmant dans ce quartier, c'est qu'on peut se dire que derrière chacune de ces petites fenêtres de toit, les petites lucarnes, il fallait s'imaginer derrière un métier de tissage. Chantal a beaucoup contribué à la rénovation du quartier de la Terrade. Et c'est là que l'antiquaire a développé son activité liée à la tapisserie. Elle est impatiente de la faire découvrir à Claire. Alors voilà, l'atelier des C'est ton restaurations atelier, de carton de tapisserie. De carton. Ah ben alors c'est quoi un carton, Chantal? Les cartons, c'est tout ça. Donc ils sont stockés comme ça, roulés, dans les ateliers. Je les récupère. Je vais t'en montrer un. Il y en a énormément. Ah ben, forcément, il faut un carton à chaque fois qu'on fait une tapisserie. Donc tu vois, par exemple, c'est un modèle pour un canapé. Elle est magnifique ce Ah carton. oui, hein, il avait quand même un savoir-faire. Mais un carton, du coup, ça servait à quoi? Le carton, en fait, c'est le patron de la tapisserie. C'est-à-dire que tu peux pas partir dans le vide comme ça, tisser sans modèle. Et le modèle est placé, ça c'est une maquette, le modèle est placé sous la chaîne. Voilà, le carton est placé dessous. Oui. Et donc, les lissiers vont écarter les fils de chaîne et recopier les couleurs qu'ils voient avec leurs petites flûtes qui vont tisser pour recopier exactement le modèle qui est en dessous. D'accord. Donc, on peut imaginer tous ces cartons qui ont servi pour la tapisserie. Ouais. Chantal restaure ses cartons, en fait des œuvres d'art et leur redonne ainsi une deuxième vie. Sympa, hein. Super beau. À Aubusson, l'activité de lissage déclinante depuis 40 ans abrite quelques résistants qui ne se contentent pas d'un passé glorieux. Chantal nous conduit dans une manufacture où se pérennise l'activité de tapissier. Cette entreprise familiale, créée en 1957, est aujourd'hui dirigée par Pierre-Olivier Four. Chantal, bonjour. Voilà notre atelier de basse-lisse. L'atelier de basse-lisse, magnifique. Le tissage, en basse-lisse, se fait sur une table horizontale que l'on peut actionner avec les pieds. Il a été conçu pour faciliter le travail des femmes. On tissait autrefois en haute lisse, sur une table verticale. Le métier était alors l'apanage des hommes, car les femmes ne pouvaient plus se pencher quand elles tombaient enceintes. La pédale permettait de libérer les mains pour travailler plus vite. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de tisser? Là, Ici, on est en train de tisser un coq c'est le coq d'une artiste qui s'appelle Ray, Michel Ray, dont le carton est placé sous la chaîne. Donc le dessin est placé sous la chaîne. C'est une photo, là. Il y a une photo Voilà. numérotée. Exactement. C'est un carton qui est numéroté et coloré en même temps. Dans la manufacture Robert Four, on tisse aussi bien des tapisseries pour le Corbusier, des tapis pour les Émirats arabes, que des pièces pour les maisons de luxe. Toutes ces œuvres sont le fruit de la collaboration entre l'œil et la main, des peintres qui dessinent et des artisans lissiers qui traduisent le tout avec leur savoir-faire. Alors là, je vais te montrer quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour notre métier, on a besoin de former des jeunes. Et là, elles ont fait quelque chose qui est normalement réservé aux lissiers d'élite, c'est-à-dire des chairs. C'est-à-dire qu'elles ont tissé un portrait de Napoléon directement sans carton, à partir de l'image qu'on leur a confiée. Et comme elles sont terminées, on va pouvoir faire la tombée de métier de ces deux tapisseries. Et on pourra voir... C'est le plus beau moment, ça. Ouais, Ah, j'ai hâte de voir. On voit que l'envers, là, on va voir l'endroit. Couper les fils pour la tombée de métier est un geste chargé d'émotion. C'est religieux. Les apprentis vont pouvoir enfin découvrir leur œuvre, après des mois de travail presque à l'aveugle. Là, moi, j'ai peur pour elle, mais ça va bien se passer. C'est la surprise. Ah. Ah. Oh là là.
Alors moi, je revois l'envers, là. Oui, voilà ce que vous avez vu pendant 1 mois et demi. C'est là qu'on voit la finesse Et du puis tissage. là, aujourd'hui, grand jour. Ah, bravo, hein. Oh là là, les nuances des chairs. Superbe, hein, c'est fin, c'est Magnifique. très très fin. Et ce que vous avez fait là me donne beaucoup d'espoir pour un futur brillant de la tapisserie. En entrant dans la confrérie des tapissiers, nos jeunes apprentis pourront fêter la Sainte Barbe, patronne des tapissiers, et goûter une spécialité d'Aubusson, aujourd'hui préparée par Patrick Soulière. C'est dans son restaurant que Chantal vient assister à la recette du pâté de boulettes, un plat confectionné le jour de la Sainte Barbe. Porc, veau, oignons et échalotes sont d'abord énergiquement coupés et malaxés avant que Chantal vienne mettre la main à la pâte. Bon, alors je peux essayer? Oui, on va confectionner les boules, donc on prend Alors je prends une quantité comme ça qui voilà, tient dans la main. une bonne quantité qu'on tient Bonne dans la main. quantité, ouais. Voilà, et avec l'autre main, on écrase et on tourne un petit peu. Et là, on D'accord. a confectionné une boulette. On sent les matières vivantes, là. Voilà, Oh là là. ouais, et on le... C'est bon? Impeccable. Comme ça, là, hop, Ça, c'est la mienne. voilà. À la cuisson, on le verra moins. On va les passer dans la farine, afin qu'elles se collent, pour les passer dans une première cuisson à la sauteuse, pour les faire dorer et croûter de chaque côté. Est-ce que je t'aide? Ah, tout à fait. Ah. Roulées dans la farine, dorées dans le saindoux, les boulettes vont bientôt titiller les papilles. C'est appétissant, là. Ouais, on commence à sentir les... Donc là, tout ce qui Tu est... récupères le jus, au fond? Oui, le jus au fond, là, on va... À la fin de la cuisson, on va mettre un petit peu de farine, déglacer avec un peu d'alcool et du vin blanc. Et on va faire un petit jus qui va nous servir à napper nos boulettes avant de les recouvrir de la pâte. C'est un petit puzzle. Oui. Ça se verra pas. refonde, Ça se verra pas après. On refonde la pâte après. Alors là, il y a des trous. Moi, en restauration de tableau, je bouche les trous avec la pâte, là. Non? Non, puisque là, il faut laisser des cheminées, c'est-à-dire des trous dans la pâte pour faire sortir la vapeur de la sauce et de la cuisson des boulettes. Là, on a reconstitué un crumble. Ça va cuire un petit peu à l'étouffée. D'accord, c'est pas la même restauration. Non, on parle de restauration, mais... Tous les deux, mais c'est pas pareil. Voilà. Et là, maintenant, on va enfourner pendant 45 minutes dans un four 180 degrés. Et après, on a une belle couleur. Waouh. Voilà, tout pour moi. Alors, je goûte. C'est une première. J'imagine le jour de la Sainte Barbe. Alors? C'est fondant. C'est fondant et croquant. Et on retrouve toute l'âme des tapissiers. Avec un plat aussi copieux, on comprend pourquoi la Sainte Barbe était autrefois un jour chômé. Un plat généreux, contrairement à la terre qui ne l'a pas toujours été pour ses habitants. Au XIXe siècle, les villages de la Creuse étaient surpeuplés et il n'y avait pas de quoi faire vivre tout le monde. Les maçons de la Creuse, qu'ils soient tailleurs de pierre, terrassiers ou charpentiers, partaient dès la fin de l'hiver travailler dans les grandes villes. Chantal nous entraîne ainsi à Magot, un village peuplé de sculptures étonnantes. Il faut dire qu'ici a vécu un maçon qui a su occuper ses hivers. Salomé Grangette est animatrice au village de Magot. Alors, ce village, il prospère. Et moi, j'ai toujours été fascinée par ces statues extraordinaires. Bah, c'est vrai que nombre de visiteurs le sont aussi parce que c'est vraiment un lieu avec une ambiance très particulière, avec toujours ce mystère qui entoure justement toutes ces sculptures. Je vais te montrer. Et alors, ces œuvres magnifiques, c'est l'œuvre de qui? Eh bien, ça va t'étonner parce qu'en fait, c'est l'œuvre d'un seul homme qui s'appelait François Michaud. Et qui lui a vécu en fait, voilà, il a vécu au 19e siècle. C'était un tailleur de pierre, donc on va dire qu'il a taillé des fontaines, il a taillé des cheminées, il a bâti des maisons, des ponts. On trouve d'ailleurs ses œuvres bâties dans les communes avoisinantes. Et puis par contre, pour son grand plaisir, lui, il sculptait et il a magnifié justement ses lieux de vie. Donc voilà un exemple. Tout à fait. Alors tu vois ici, c'était le potager de François Michaud. Ah oui? Toujours un potager alors? Oui, effectivement, ça continue d'être cultivé. Le village continue de vivre parmi toutes ces sculptures. Puis il est bien gardé là.
Et alors, la tête, c'est qui? Eh ben alors justement, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait, cette tête, c'est censé être l'autoportrait de l'artiste, en fait. C'est la mémoire du village qui veut ça s'est perpétué de génération en génération. Là, François Michaud, mais là-bas, c'est quelqu'un qu'on peut reconnaître. Alors, aussi, on le nomme l'homme assis. Et en fait, cet homme, on sait que quand même il avait un côté bourgeois parce qu'en fait, on voit bien son pantalon, on voit qu'il a un costume. Hein. Et ce qui est assez rigolo ici, c'est la mise en scène que François Michaud lui fait porter, puisqu'en fait, il guette le visiteur qui arrive par la route. Donc il est bien mis en valeur, bien dans l'alignement, et ce n'est peut-être pas par hasard que François Michaud l'a disposé ainsi. À Mago, les villageois ont exploité tout leur talent pour soigner leur cadre de vie. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette maison bourgeoise tout d'un coup, dans ce village? Alors, cette maison, c'est la seconde maison de François Michaud. C'est vrai qu'elle a ce côté bourgeois parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, ici, c'est l'époque des maçons de la Creuse. Donc ça veut dire que les tailleurs de pierre et les maçons qui étaient du pays ici partaient en fait en campagne dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, pour exercer leur savoir-faire dans ces monuments des grandes villes. Et quand ils revenaient au pays l'hiver, bien sûr, ils mettaient en pratique toutes les techniques qu'ils avaient appris dans les villes. Donc on retrouve en fait les codes des maisons, même haussmanniennes. Hein. Oui, c'est le boulevard Haussmann. Voilà, on voit le bandeau, on voit la corniche, on voit le perron avec les marches. Enfin, tout de suite, c'est vrai que cette maison fait très bourgeoise. Et surtout, en fait, ils amélioraient leur quotidien et leur hygiène de vie, puisqu'en fait, c'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé à construire des étages, qu'on a commencé aussi à séparer les pièces de nuit, les pièces de jour, les salles d'eau. Voilà, donc c'est une amélioration notable de l'ouvrier maçon en fait c'est la maison témoin. C'est ce qui a beaucoup bouleversé en fait le 19e siècle. C'est François Michaud qui fait la maison et les sculptures. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que cette coquinerie derrière Napoléon là, une femme nue avec un chapeau? Évidemment, quand les voisins ont vu cette femme nue, ils ont un peu crié au scandale. Et l'histoire veut que François Michaud lui ait rajouté un chapeau. Voilà, comme ça elle n'était plus nue, elle était coiffée. Salomé ne veut pas que Chantal quitte le village sans faire une halte auprès de nouveaux apprentis sculpteurs qui font partie de l'association des Amis de la Pierre de Mago. Alors tu vois, ici à Mago, on continue à perpétuer en fait la tradition de la taille de pierre. Donc comme ces jeunes gens, ils peuvent venir comme ça essayer de sculpter sur plusieurs pierres, le granit, le calcaire, le marbre, avec du coup des outils et des propres idées. Soit ils arrivent avec leurs modèles, soit ils ont des modèles qu'ils trouvent dans nos classeurs. Et comme ça, ils peuvent continuer. Ce sont les artistes, les nouveaux François Michaud? Oui, en quelque sorte. Et il y a d'autres artistes comme ça, extraordinaires dans la Creuse? Ah oui, il y a un autre monument juste à côté. Écoute, je ne te dis rien. Un autre sculpteur? Pas tout à fait. Niché dans la verdure, le petit village de Souparsa possède une église qui, vue de l'extérieur, n'a pas de caractère particulier. Et pourtant, dans les années 1980, un peintre du village a passé bénévolement 4 ans de sa vie à magnifier cet édifice. C'est incroyable. Ah, c'est surprenant, hein? Tout est peint. Oui, et puis dans des couleurs très vives. Tous les murs, le plafond, les vitraux, je suppose que c'est le même artiste? Exactement, oui, c'est monsieur Gabriel Chabra. C'est un homme du village ici, qui est un artiste quand même reconnu, et qui justement a pu peindre cette église, ces fresques. Et c'est vrai que ça fait partie des petites pépites de la Creuse. Et surtout, c'est un immense livre d'illustration, quoi, en fait, parce qu'on peut entièrement lire la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Voilà. Oui, c'est tout le parcours. Exactement, on peut le suivre entièrement. Voilà, c'est des frises comptées, finalement. Hein. Oui. C'est vrai que c'est surprenant. Autrefois, voilà, les vitraux racontaient l'histoire de la Bible, et là, c'est l'Église entièrement qui le fait. Avec des couleurs franches, comme la tapisserie. Oui, il y a un lien, c'est vrai qu'on le sent. C'est vrai qu'on pourrait les tisser finalement avec les formes comme ça. Non, c'est juste sublime. Ouais, il y a vraiment une ambiance. Hein. Ouais.